Bonjour Nicolas Hulot, Bonjour. On est ravis de vous accueillir à TV5 Monde. Vous êtes bien sûr chargé d'une mission pour la planète par François Hollande. Vous êtes le président de la fondation qui porte votre nom et qui fait tant. Vous avez même été un temps candidat à la candidature pour représenter l'écologie à l'élection présidentielle. Et vous le racontez dans un livre intitulé Plus haut que mes rêves chez Calman Levy. J'allais dire, c'est le rêve d'une vie, c'est l'aboutissement d'une vie, défendre la planète. C'est un parcours de vie et qui a été émaillé, comme pour beaucoup de gens, de périodes hautes, de périodes basses, mais qui, dans les périodes hautes, a transpercé un peu le plafond de mes rêves. Je reconnais que quand j'étais gamin, mes rêves étaient beaucoup plus étroits et limités que ce que j'ai eu la chance de vivre par la suite, en termes de rencontres humaines, en termes d'émotions, Ouais. en termes de complicité avec la planète et avec le vivant, avec la diversité de la famille humaine, parce que on pense que pendant 25 ans, j'ai eu la chance de vivre à l'heure des nénettes, qui sont ces éleveurs de rennes en Sibérie, à l'heure des tailleurs de silex au fin fond de l'Irian Jaya, et partager comme ça des moments d'intimité. C'est vrai que quand je regarde tout ça, je me dis parfois, mais est-ce que je l'ai rêvé ? Au point d'ailleurs que souvent, quand je rentrais de ces différents voyages, j'avais du mal à le raconter parce que je me disais, d'abord je vais ennuyer tout le monde parce que c'est trop décalé, puis ils ne vont pas me croire. Mais voilà, je suis loin d'être blasé, mais j'ai conscience quand même que j'ai eu une tranche de vie tout à fait merveilleuse. Les rencontres des épaules Émile Victor. Et puis voilà, des hommes et des femmes exceptionnels, des esprits merveilleux qui m'ont donné confiance en moi, mais plus que cela, qui m'ont conforté sur la justesse de l'engagement que je menais. Je pense à Théodore Monod, à Nelson Mandela, je raconte tout ça dans le livre. Des gens comme Paul-Émile Victor qui m'ont fait confiance avant l'heure alors que j'étais rien. Alors, je ne dis pas que je suis devenu quelque chose, mais en tout cas, voilà. Et voilà, c'est ces hommes qui, dans les moments où vous êtes tenté de désespérer de l'humanité, vous redonnent foi en l'humanité. Et ça, c'est très important. Ouais. Alors, vous racontez aussi dans le livre comment, avec Raoni, en Amazonie, un jour vous vous dites, en regardant les étoiles, il faut que je m'engage. J'ai vu dans les yeux de cet homme, qui a aussi presque du Mandela dans sa dimension humaine, qui se bat pour sauver à la fois la forêt amazonienne, mais plus encore la culture indigène qui a tant à nous apprendre, une telle détresse, un tel chagrin, quand j'ai été le voir. Et tout cela était concomitant. J'étais moi dans cette forêt amazonienne, dans le village du chef indien Raoni. Et c'était concomitant avec les événements de Fukushima, dont le récit me parvenait par un téléphone satellite. Et là, je me suis dit, mais cette planète part en vrille, l'humanité va dans le mur, et cette espèce d'étreinte que Raoni me faisait en disant « aide-moi », je ne savais pas comment l'aider. Mais je me suis dit, peut-être le meilleur manière de l'aider, c'est consacrer 100% de mon temps. Et notamment, voilà, peut-être d'arrêter Ushuaïa. Et puis, dans mon engagement à travers ma fondation, et à ce moment-là, j'hésitais à me présenter à la présidentielle. Je me suis dit, là, il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas parce que tu n'as pas forcément envie d'y aller, il faut le faire, parce qu'au moins, tu auras tout tenté. Ouais. Ça n'a pas marché, mais au moins, tu ne pourras pas dire, je n'ai pas essayé ceci ou cela. Vous allez essayer, comme vous dites. Vous allez donc aller au bout de ce rêve. Vous allez annoncer votre candidature à l'élection présidentielle. Dans un premier temps, c'est tout le monde vous félicite, tout le monde est derrière vous. Et puis, vous apprenez qu'il va y avoir en fait une primaire et vous allez affronter Eva Joly. Et là, un tombereau d'insultes qui vous tombe dessus, voire même un saut d'épluchure un jour, et puis tout ça sous les regards goguenards de vos amis écologistes. Oui, ça n'a pas été un moment très agréable. Ça a surtout donné, cette primaire, une image de l'écologie, vu la bassesse des débats tragiques, dont l'écologie ne s'est pas remise aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça que j'étais très triste, parce que, à la limite, pour moi, j'avais qu'à pas être candidat, je savais que ça allait être rude. Je ne pensais pas que ça serait aussi rude. Alors, pas de tous les militants, au contraire, il y a des militants qui ont été très, très affectés par ce qui m'est arrivé. Mais le problème, c'est que 2 ans après, l'écologie ne s'est pas remise, au point que dans notre société, c'est presque devenu un sujet de dérision. Alors que c'est ça qui est tragique, c'est un sujet central, conditionnel, qui détermine le bonheur ou la douleur de nos enfants, et on en a donné une image absolument pitoyable. C'est pour ça que j'étais contrit. J'étais pas triste de ne pas avoir été choisi, si ça avait été d'ailleurs pour une campagne, parce que j'avais pas toutes les qualités. Vous aviez quand même la qualité d'avoir 15% à un moment donné de prévision dans les sondages, et Eva Joly finit à 2,5% à la présidentielle. Oui, alors bon. D'abord les sondages, c'est une campagne, c'est rude. Avoir des sondages avant de l'avoir démarré, je me serais peut-être pris les tapis dans Puis si j'étais resté à des sondages importants, il ne faut pas sous-estimer les puissances de feu que j'aurais eues des autres formations. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une ambiguïté aujourd'hui, et je le raconte dans le livre, c'est qu'on porte un enjeu universel, qui n'est pas un enjeu d'intérêt particulier ou sectoriel, un enjeu d'intérêt général.
Mais à partir du moment où on le porte à travers un parti, pour la plupart des gens, du coup, ça devient un combat partisan. Et à partir du moment où j'ai demandé d'ailleurs le soutien d'Europe Écologie Les Verts, dans l'instant, les sondages sont tombés en chute libre parce que beaucoup de gens disaient « mais moi, je veux bien soutenir cette cause, je veux bien suivre Hulot, mais pas au point de soutenir un parti quel qu'il soit ». Donc, c'est toute la difficulté du combat. Alors, comment faire Alors, vous dites dans le livre, il y a quelque chose de profondément vicié dans Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, Noël Mamère, qui claque la porte, dit la même chose. Oui, alors, bon, ce que je veux dire, c'est que quand je dis ça, ça peut paraître très sévère, et l'idée n'est pas du tout de régler des comptes, c'est qu'il force est de constater qu'en dépit du fait qu'ils sont les seuls à porter un enjeu crucial, ils le portent mal et ils ne font pas la jonction avec la société française. Donc il y a donc quelque chose de profondément... Il y a des petits calculs, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce sont les ambitions, ils négocient 2 postes au gouvernement en échange de tous les renoncements. Cette question-là, c'est à eux d'y répondre. Parce que moi, j'y suis plus, mais je pense que pour l'instant, ils n'ont pas tenté d'y répondre. Est-ce qu'ils ont fait une analyse critique de pourquoi ça n'a pas marché? Et je pense qu'il faut qu'ils la fassent d'une manière sans complaisance, mais sans s'auto-flageller, pour comprendre pourquoi. Et je pense que dans les éléments de réponse, il y a le fait qu'il faut toujours se mettre du point de vue de ceux auxquels on s'adresse. C'est-à-dire admettre que les gens ne partagent pas vos convictions, que les gens ne sont pas informés de la même manière de vous, et donc ne pas les cornériser au prétexte qu'ils ne partagent pas toute votre vision des choses. J'en étais un peu l'exemple d'ailleurs. Oui. Moi, j'étais suspect parce que j'avais un parcours très différent. Vous étiez l'ami de Jacques Chirac, vous aviez envie de faire un accord avec Jean-Louis Borloo, vous rencontriez Nicolas Sarkozy. Moi, je suis disponible pour toutes les oreilles qui sont attentives et tous ceux qui sont dans la proposition, d'où, quel que soit leur parcours. Alors, j'ai évidemment quelques exceptions, je sais quand même jusqu'où ne pas aller trop loin, mais voilà, bon, moi, parce que comme c'est un sujet transversal, ce que j'explique dans le livre, on a besoin des gens de gauche, on a besoin des gens de droite, des scientifiques, des acteurs économiques. On n'a pas besoin de partis politiques. On m'a reproché pendant des années de dialoguer avec le monde industriel. Mais bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On les gomme, on les pulvérise, on les condamne au banc de la nation? Non, moi j'essaie de les engager dans une démarche de progrès. Oui. En gardant sa liberté de parole. Mais vous pouvez parler avec tout le monde à partir du moment où ça n'entrave pas votre liberté de parole. Mais là, il y a le problème nucléaire, il y a le problème du gaz de schiste, il y a le problème de l'avenir de la planète. François Hollande vous a confié une mission en ce sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de parti politique pour défendre l'écologie. Est-ce que les propositions de François Hollande récemment sur la transition climatique sont suffisantes? Suffisante, la révolution écologique, elle est pour demain, mais il y a un chemin pour y parvenir. Il y a des choses qui sont structurantes, si elles sont suivies de tout un dispositif, et encore une fois, que ce dispositif soit évolutif, notamment sur la fiscalité. Si effectivement on rentre dans un processus où on va basculer la fiscalité du travail sur la fiscalité écologique, je dis bravo. Si on lance un grand plan Marshall de transition énergétique et d'efficacité énergétique et qu'on y met les moyens, et notamment que l'argent de la Banque publique d'investissement soit prioritairement fléché dans ce sens, je dis bravo. Mais il y a beaucoup de choses sur la biodiversité, évidemment à faire, sur les problèmes de santé et d'environnement qui restent à faire. Il y a un modèle d'économie qu'il faut absolument explorer, et d'ailleurs, avec Delphine Batho, on a été à l'origine du fait que pendant la conférence environnementale, on en a parlé dans une table ronde, c'est l'économie circulaire, c'est pour moi la voie d'avenir. Donc il faut maintenant être dans le comment, et aussi, c'est un message qui vaut pour tout le monde, soit le constat, c'est une chose, mais participons à la proposition et encourageons, plutôt que toujours de critiquer, ce qui va dans le bon sens. Et il n'est pas exclu que vous refassiez de la politique, vous le dites à un moment dans le livre. Oui, je ne ferme pas la porte, oui. Mais honnêtement, à mon avis, les probabilités sont infimes. On peut faire de la politique sans forcément aller chercher la légitimité de l'électorat, d'une élection, et prétendre à un poste ministériel. En faisant de la diplomatie internationale, en étant l'envoyé spécial du président, je fais quelque part une forme de politique, mais voilà, dans le rythme et avec les modalités de la diplomatie, voilà, c'est aussi une manière, parce que je porte des enjeux internationaux dont les réponses ne peuvent pas simplement se limiter à l'action de la France. Et si la France veut aller plus loin, il faut aussi qu'on soit plusieurs à envisager les mêmes choses. Ça fait partie de mon job. Merci Nicolas Hulot. Plus haut que mes rêves chez Kalman Levy. C'est votre parcours, le parcours de ce petit gosse qui rêvait avec son père chercheur d'or et qui est devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité.